Une fois qu'on a vu ces bases-là sur le design d'une base de données, on doit ensuite se poser la question du mapping entre le modèle objet et le modèle relationnel. En effet, quand on fait le développement d'une application, on est amené à se trouver face à deux approches différentes. Soit on dessine d'abord son modèle d'objet, et ensuite on est amené à se poser la question suivante. Tiens, comment je vais-je rendre persistants mes objets? À partir de ce moment-là, on est amené à se poser la question du design du modèle relationnel. Autre situation, on peut déjà avoir une base de données et avoir le besoin de dessiner une nouvelle application pour exploiter ces données-là. Dans ce cas-là, la question est de savoir comment, à partir d'une base de données existante, générer un modèle objet. Donc, comme on le voit dans le petit schéma ici, on doit être capable de passer du modèle objet au modèle relationnel ou du modèle relationnel au modèle objet. Et pour cela, on se tourne vers une gamme d'outils qu'on appelle les ORM, Object Relational Mapping, des outils qui permettent de faire le mapping entre le modèle objet et le modèle relationnel. Un qu'on connaît tous très bien, c'est Hibernate. Et donc nous allons voir comment faire ce mapping-là entre le modèle objet et le modèle relationnel. Dans le monde objet, on a des classes, des attributs, des identifiants, des associations, de l'héritage. Côté base de données, on a des tables, des colonnes, des primary key, des foreign key. À quoi correspond un objet d'un côté à un autre objet de l'autre côté? Par exemple, une classe, eh bien, ça correspond à une table. Généralement, c'est simple. Les attributs d'une classe, ça va être déjà plus compliqué. On voit que les attributs d'une classe, ça peut correspondre à une table aussi. Par exemple, un homme et son adresse. L'adresse peut être un attribut de la table de l'objet homme. Mais un attribut, ça peut être aussi tout simplement une colonne de la table. L'identifiant, eh bien là, ça peut correspondre à la primary key uniquement. Les associations, elles, c'est encore plus compliqué, puisqu'une association, ça peut avoir un lien avec les tables, les colonnes ou les primary key. L'héritage, lui, eh ben, il va mettre en œuvre, c'est encore plus compliqué, puis ça va mettre en œuvre toutes les possibilités. L'héritage va mettre en œuvre les tables, les colonnes, les primary key, les foreign key. Donc on voit ici très bien d'ailleurs que l'héritage c'est le cas le plus complexe dans ce questionnement lié au mapping. La première chose que nous avons besoin, c'est de modéliser différents types de relations. Donc on a la one-to-one, la many-to-one ou one-to-many et la many-to-many. C'est les trois types de relations principales qu'on aura à mapper. Donc ici on va s'attaquer à la relation one-to-one. Donc dans le monde objet, on voit qu'on a deux tables dans une relation de cardinalité 1 et on voit que l'ID, l'identifiant de la table A, va correspondre à l'identifiant de la table B. J'ai mis cette petite phrase-là exprès, object égale entity, parce qu'en fait, le mot entity qu'on va employer souvent, bah, finalement, ça correspond à la notion de classe, mais aussi à la notion de table côté modèle relationnel. Donc, la relation one-to-one, elle est très facile à comprendre. C'est deux classes dans le modèle, dans le modèle relationnel. On aura deux tables qui auront le même identifiant. Un exemple de type de relation one-to-one, c'est le cas des components, donc ce qu'on appelle les composants. Alors les composants, c'est par exemple, alors ici nous avons un customer, une classe customer, qui a une relation one-to-one avec une classe adresse. En fait,
Comme on va le voir, dans le modèle relationnel, ça va correspondre à une table unique. On aura une seule table avec tous les éléments, ID, name, street, code postal, etc. Alors que du côté objet, on aura deux classes. Une classe customer, qui elle sera persistante, et une classe adresse, qui sera probablement non persistante. On n'a pas obligé de l'avoir comme persistante. Donc on voit que ce type de mapping, ça a des conséquences sur la manière dont on va fonctionner avec les objets. La relation many-to-one, c'est une relation très classique, un cas qu'on trouvera très souvent. Donc c'est une relation entre une classe B avec un identifiant et une classe A qui aura un identifiant A et plus un identifiant B. En fait, comme on le voit, euh, un objet, une instance de l'objet B peut correspondre à plusieurs instances de l'objet A. C'est ça que ça veut dire. Donc, pour modéliser ça, eh bien, dans le modèle relationnel, on voit que ça correspond à une classe B qui a un identifiant B et une classe A qui aura un identifiant A et un identifiant B. On a ensuite le cas de l'association many to many. Donc c'est le cas où on a côté modèle relationnel euh, deux tables qui sont mises en relation par l'intermédiaire d'une troisième. Typiquement côté modèle objet, on voit que une classe à une instance de la classe A peut correspondre une ou plusieurs instances de la classe B et réciproquement, une instance de la classe B peut correspondre à plusieurs instances de la classe A. Donc, pour faire cela, côté base de données, on aura deux classes A et B avec des ID A, ID B et une classe qui mettra la relation entre A et B, qui aura l'association ID A, ID B. C'est cette classe-là qui fera le lien entre les deux tables. Donc ça, c'est du classique. On a ensuite le cas de l'héritage, qui est un peu plus complexe, parce qu'on peut avoir plusieurs stratégies possibles. Trois, en fait. Une stratégie où on aura une seule table, côté base de données. Donc toutes les classes seront dans une seule table. Deuxième stratégie, deux tables, c'est-à-dire une table par classe concrète, ou une troisième stratégie, qui est la plus connue peut-être, c'est une table par classe. Alors, pourquoi on a trois stratégies différentes possibles? Eh bien parce que on peut avoir des, des problèmes soit de volumétrie, c'est-à-dire que les données sont tellement volumineuses qu'il peut y avoir des problèmes de performance, soit c'est aussi la navigation qui peut imposer le choix. Hein. Selon la manière dont on navigue dans les tables, on peut être amené à choisir tel ou tel modèle. Alors, le premier cas, c'est celui où on aurait une seule table. Donc, on aurait ici l'héritage, donc trois tables, entre la classe A, B ou C, et une seule table. Et ce qu'on voit, c'est que dans cette seule unique table, on aurait à la fois les données de la classe A, les données de la classe B, et une colonne discriminator qui, elle, va nous indiquer si c'est les données de la classe A ou les données de la classe B ou les données de la classe C. Donc c'est le discriminator qui va spécifier à quelle classe on a affaire. Donc cette stratégie est très pratique pour de la grosse volumétrie. On a ensuite le cas où
le mapping va consister à avoir deux tables. Côté base de données, une table par classe concrète. En fait, ce qu'on va avoir, comme vous le voyez, c'est une table où on aura les données de A et de B, et une table où on aura les données de A et de C. Donc A et B sont jointes dans la table T underscore B, et A et C sont jointes dans la table T underscore C. Là encore une fois, tout dépend de la manière dont on va utiliser les données. Et enfin, le cas le plus connu, c'est une table par classe. Donc là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit dans le diagramme UML, c'est-à-dire que on va retrouver l'identifiant de la classe A dans la table B et dans la table C. C'est cela qui permettra de faire le lien entre la table A et B et la table A et C. Donc voilà pour les trois stratégies de l'héritage. Et c'est grâce à ces stratégies du mapping que l'on va pouvoir mettre en place notre application et notre base de données et savoir faire le lien entre les deux. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite avec un exemple concret.